Ok, donc maintenant on continue avec le prochain sujet de notre cours qui sont les modèles de systèmes distribués. Donc la matière qu'on va réviser aujourd'hui sert de fondation pour les différents algorithmes là, de coordination qu'on va regarder la semaine prochaine. Ok. Donc, quels sont les modèles? Donc, la semaine prochaine, ce qu'on va faire, c'est parcourir à travers plusieurs algorithmes qui sont utilisés dans les systèmes distribués là, pour donc permettre les machines là, de se coordonner ensemble et de pouvoir coopérer là, pour effectuer leurs tâches. Donc, par exemple, déterminer qui est le leader ou décider à quel moment exécuter une tâche, donc ce qu'on appelle obtenir de l'exclusion mutuelle, ou tout simplement avoir un accord, un consensus là, sur une certaine valeur, une certaine donnée. Donc, dans chacun de ces algorithmes qu'on va décrire la semaine prochaine, il y a un modèle sur lequel se base chaque algorithme. Et ce modèle va être différent dans tous les cas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir un modèle? C'est essentiellement un ensemble de suppositions sur lequel se fie l'algorithme pour pouvoir fonctionner correctement. Et donc, l'idée, c'est que l'algorithme doit décrire en détail quel est le modèle qui est supposé, donc quel est le modèle qu'on suppose qui est utilisé. Et à ce moment-là, l'algorithme est garanti de fonctionner seulement si ce modèle-là est implémenté et existe. Ou évidemment si on a des alternatives qui sont encore meilleures que le modèle, c'est-à-dire essentiellement le modèle, c'est les exigences de base. Et par la suite, donc une fois qu'on essaie de déployer ça, donc si on dit qu'on choisit un algorithme et l'algorithme dépend sur un certain modèle, là à ce moment-là, il faut regarder est-ce qu'on a le matériel informatique pour supporter ce modèle-là. Donc quels sont les types de suppositions que les algorithmes vont dépendre? Donc souvent c'est des suppositions sur les délais, les temps de traitement ou de communication entre les machines. Et une autre catégorie de suppositions, c'est tout ce qui est par rapport aux pannes. Okay? Donc, quel type de pannes peuvent exister dans le système? Donc là, ce qu'on va commencer à parler, c'est la première partie. Donc, ce qu'on appelle la synchronicité. Donc, quels sont les différents types de modèles de synchronicité ou de modèles de systèmes distribués qui existent? Et donc, une fois qu'on connaît les différents types de modèles qui existent, ça va être beaucoup plus facile pour nous la semaine prochaine d'expliquer les différents algorithmes, donc comparer leur exécution, les algorithmes eux-mêmes, et aussi de comparer le type de modèle qu'ils utilisent. Donc l'idée, c'est que si, de façon générale, si le modèle est très puissant, okay, donc c'est-à-dire offre beaucoup de garanties sur le temps, vraiment va limiter les pannes qui peuvent exister dans notre environnement informatique, ben, à ce moment-là, ça simplifie beaucoup nos algorithmes. On peut concevoir des algorithmes qui sont très simples, qui vont fonctionner correctement, tout simplement parce que le modèle est tellement puissant. Mais à ce moment-là, le problème, c'est que ça met beaucoup là, de stress sur le matériel informatique qui doit donc implémenter correctement, offrir ces modèles-là. Donc ça veut dire peut-être que le matériel informatique doit être très fiable, très dispendieux, okay? Par exemple avoir un réseau extrêmement fiable pour pouvoir là, donc offrir ce modèle-là. Ou ce qu'on avait vu par exemple la semaine passée, c'est que un exemple, c'est que Google, avec Spanner, donc a conçu des algorithmes qui sont basés sur le fait qu'on a un temps physique très précis. Donc, ce qu'on peut dire, c'est l'algorithme Spanner ici offre beaucoup de
de garantie, okay, de cohérence et tout ça, et de performance. Mais le désavantage, c'est que le modèle sur lequel reposent les algorithmes de Spanner est plus puissant, doit offrir un temps physique qui est très précis. Et donc, où est le défi maintenant, c'est d'obtenir le matériel informatique qui offre ce modèle-là. Et donc, dans le cas de Google, c'est d'obtenir des horloges atomiques, des antennes GPS, des genres de matériel spécialisé pour donc la maintenance du temps physique. D'accord? Donc, c'est ça l'idée. En revanche, ce qu'on va voir la semaine prochaine et dans les semaines à venir, c'est des algorithmes qui donc sont plus complexes, okay, parce que on est capable de les opérer dans des modèles plus faibles, okay, qui offrent moins d'avantages, moins de suppositions. Donc à ce moment-là, quand on a des modèles plus faibles, le matériel informatique qui peut implémenter ces modèles-là est beaucoup plus facile à obtenir, donc probablement moins dispendieux, plus pratique. Et donc, ce qui se passe en réalité, c'est à ce moment-là, c'est que ces algorithmes-là sont pratiques, sont facilement utilisables, déployables sur Internet, dans des systèmes distribués avec du matériel courant. Okay? Donc, une leçon une chose qu'il faut apprendre après donc, ce cours-ci, c'est de bien définir nos modèles et selon c'est-à-dire être capable de bien comprendre quel type de modèle on a besoin pour donc selon l'équipement qu'on a et l'application qu'on veut réaliser. Et une fois qu'on a bien défini ce modèle-là, à ce moment-là, on peut aller chercher un algorithme ou optimiser un algorithme là, qui va fonctionner correctement et de la meilleure façon possible selon le modèle qu'on a. Ok, donc la première chose qu'on va faire, c'est regarder les différents modèles de systèmes distribués, donc en termes de synchronicité. Donc on a deux types de systèmes, dans les systèmes synchrones et les systèmes asynchrones. Donc pour être plus précis, on peut dire que nos systèmes sont synchrones sur différentes dimensions. Donc on pourrait dire par exemple un système avec des horloges synchronisées. Donc ça voudrait dire que par exemple les horloges de chaque système ont une limite sur le taux de dérive, okay? Donc on va maintenir le temps de façon plus ou moins précise, alors que si on a un système asynchrone avec des horloges, donc dans un système asynchrone, à ce moment-là, on n'a aucune garantie là, sur la fiabilité de nos horloges matérielles qui sont utilisées par nos machines. Si on parle de processus synchrone, ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle la synchronie lockstep. En termes de système synchrone, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les processeurs de chaque machine opèrent à la même fréquence et sont capables d'exécuter des instructions là, en même temps là, sans décalage. Donc c'est vraiment très précis là, comme définition de synchronicité. Alors que si on a des systèmes asynchrones, ben là, à ce moment-là, le temps d'exécution est arbitraire. Okay? On ne sait pas exactement à quelle fréquence roulent les différents processeurs et ils peuvent exécuter des instructions là, à des rythmes différents. Donc à ce moment-là, le parallélisme est beaucoup plus libre. Si on parle de transmission, donc c'est-à-dire en termes de réseau, donc quand on parle de système synchrone avec transmission synchrone, c'est-à-dire que le temps de latence est limité. C'est-à-dire qu'on dit que chaque message a un délai fixe, okay? Soit un minimum et un maximum. Et quand on parle de transmission dans les systèmes asynchrones, aucune garantie sur le temps de transmission. L'ordre des messages dans un système synchrone va être bien connu. Donc, il n'y a pas de réordonnement de messages, alors que dans un système asynchrone, les messages peuvent être réordonnés. Ils ne sont pas nécessairement reçus dans l'ordre d'envoi. Et communication, donc dans un système synchrone, ça c'est peut-être la définition la plus courante, surtout quand on parle de programmation. Donc, quand on parle de système synchrone, on parle de systèmes qui sont bloquants en termes de communication, donc il faut attendre pour envoyer les messages, alors que dans les systèmes asynchrones, c'est non bloquant. Donc dans ce cours-ci, quand on va parler de système synchrone et asynchrone, on va surtout parler là, de ces trois concepts là au milieu. Donc on va se référer à des systèmes synchrones. On va dire que les machines donc, vont être
capable d'exécuter plus ou moins en même temps, qu'en termes de communication, il va y avoir des garanties quand même assez fortes là, sur l'envoi des messages, alors que dans les systèmes asynchrones, essentiellement, on dit qu'il n'y a aucune garantie. Ok, donc, pour comprendre comment le modèle vraiment a une influence sur l'algorithme, okay, donc sur les protocoles, mais aussi sur qu'est-ce qui est possible ou impossible à réaliser dans les différents modèles. Donc, on va parler du problème classique des deux généraux. Okay? Donc, pour l'instant, on va se concentrer sur une version simplifiée du problème des deux généraux. Cette expérience de pensée va être simplifiée parce qu'on va supposer qu'il n'y a pas de panne dans notre réseau. On n'a pas de panne de communication. Donc, pour l'instant, on va dire que tous les messages sont fiables. Et ce qu'on a, c'est deux armées ici. Donc, les deux armées ici sont alliées ensemble et veulent attaquer l'ennemi qui est au milieu là, de la vallée ici. Donc, les deux armées ne se voient pas et la seule chose qu'elles peuvent faire, c'est envoyer des messages, donc envoyer un messager pour transporter un message d'un côté de l'autre. C'est la seule façon qu'ils peuvent communiquer. Et dans cette version simplifiée ici, on va supposer là, que le messager est toujours capable de se rendre d'un côté et de l'autre côté sans se faire intercepter par l'ennemi au milieu. Donc, quel est le but du problème ici? C'est de... Donc, on a deux tâches, les deux armées ont deux tâches à exécuter. Donc, ils doivent se coordonner pour deux questions. La première question, c'est qui mène l'attaque. Donc, ils doivent savoir quelle est l'armée qui va prendre là, le lead, là, qui va donc mener l'attaque. Et la deuxième question, c'est celle qui est cruciale. Ici, c'est quand attaquer. Donc, les deux armées doivent attaquer essentiellement en même temps pour pouvoir donc combattre l'ennemi ici et capturer la ville au milieu. Okay? Donc, en termes de caractéristiques, donc on a deux caractéristiques, une qu'on appelle une caractéristique de sécurité, une caractéristique de vivacité. Donc ces deux propriétés-là vont revenir aussi dans les semaines à venir quand on va parler des algorithmes. Parce que souvent ce qu'on va dire c'est quand on va parler des différents algorithmes, on va essayer de analyser les propriétés de sécurité et de vivacité de chacun des algorithmes. Donc ici pour le problème des deux généraux, quelle est la définition de sécurité? C'est que les armées ne meurent pas, là, que les armées restent en vie. Donc, évidemment, il y a deux possibilités. Si les armées attaquent jamais, sont tout le temps sûrs, vont jamais perdre. Okay? Donc, c'est-à-dire qu'on suppose que l'ennemi ici ne va jamais être proactif et attaquer les armées eux-mêmes. Donc, en termes de sécurité, une solution triviale pour être secure, c'est de simplement jamais attaquer. D'accord? Mais, donc, pour avoir un algorithme fonctionnel, pour résoudre le problème des deux généraux de façon avoir une solution qui fonctionne pour ce problème-là, il faut non seulement avoir la sécurité, mais aussi la vivacité. C'est-à-dire qu'il faut qu'éventuellement, les deux armées gagnent et battent l'ennemi. Okay? Donc, si on avait juste la vivacité, ça voudrait dire que les armées ont le droit de se tenter de lancer une attaque sans être garanties de gagner. Donc, à ce moment-là, évidemment, il y a un algorithme trivial aussi juste pour avoir la vivacité, c'est que les armées décident n'importe quand ils sont prêts, sans parler à l'autre armée de l'autre bord, je vais attaquer. Mais évidemment, à ce moment-là, les chances que les deux armées attaquent exactement en même temps sont très très minces, donc probablement qu'il n'y aura pas de sécurité. D'accord? Donc, le défi, c'est de maintenir les deux en même temps. Non seulement éventuellement faire une attaque, mais garantir à 100% que l'attaque qui va être lancée va gagner et donc qu'on va être safe. Okay? Donc les deux propriétés ensemble, c'est ça qui rend le problème difficile. Ok. Donc c'est ça. Et comme j'ai dit dans cette version là simplifiée, on va supposer que les messages sont fiables.
Plus tard, on va voir la version avec les messages qui ne sont pas fiables. OK, donc pour répondre à la première question, qui mène l'attaque? Voici un protocole très très simple qui va fonctionner. Donc essentiellement, l'armée numéro 1 tout simplement envoie un messager et dit et indique le nombre de soldats dans son armée. Et l'armée numéro 2 aussi envoie un autre message en même temps qui indique le nombre de soldats. Donc à ce moment-là, si les messages sont fiables, éventuellement, okay, ça peut prendre beaucoup de temps. Si on est dans un système asynchrone, il n'y a aucune garantie de temps, là, ça pourrait être très très long, mais éventuellement, les deux messages vont être reçus. Donc une fois que les deux messages vont être reçus, les deux armées savent exactement là, qui va mener l'attaque. Donc dans ce cas-ci, l'armée numéro 1 va mener l'attaque. Bon, ok, il y a aussi des cas exceptionnels, comme par exemple s'il y a exactement le même nombre de soldats dans les deux armées, bon là on peut par exemple prendre une valeur par défaut. Okay? Donc pour cette question de qui mène l'attaque, après deux messages et un temps suffisamment long, les deux armées connaissent exactement qui va mener l'attaque. Évidemment, ici on suppose là, que le nombre de soldats ne change pas dans les armées entre-temps. La question la plus difficile, c'est quand attaquer. Et là, on va voir qu'il y a peut-être une différence si on est dans une version synchrone versus une version asynchrone. Donc voici le problème quand on est dans une... Donc pour l'instant, on va commencer avec la version synchrone. Donc ce qu'on va supposer dans le modèle, c'est que les messages ont un délai maximum et un délai minimum. Okay? Donc quand j'envoie un messager, je sais que le messager va arriver au plus tôt dans un temps minimum et dans un temps maximum va être arrivé de l'autre côté. OK. Donc à ce moment-là, voici un protocole simple qui va fonctionner. Donc imaginons là, que les deux armées ont déjà répondu à la première question de qui mène l'attaque. Donc là, l'armée qui mène l'attaque, donc ici c'est l'armée numéro 1, va donc coordonner maintenant le temps d'attaque. Et ce qu'il va faire, elle va donc envoyer un message qui dit tout simplement attaque. OK? Et ce que l'armée numéro 1 peut faire, c'est attendre maintenant un temps minimum. OK? Parce qu'elle sait qu'après attaquer un temps minimum, le message va possiblement être reçu. OK? Donc, dans cette version-là, avec ce protocole-là, quelle est notre garantie? Notre garantie, c'est que l'armée numéro 2 va attaquer pas plus tard que max moins min. D'accord? Parce que j'ai attendu un temps minimum. Donc, le message aurait pu être reçu immédiatement. Donc, à ce moment-là, les deux attaques vont être exactement coordonnées. Mais dans le pire des cas, le messager prend le temps max. Donc, à ce moment, on prend la différence entre le max et le min. Et c'est la coordination entre les deux armées. Donc ça, c'est la garantie qu'on a. Donc là, à ce moment-là, ce qu'il faut déterminer, c'est dans notre application spécifique, en ce qui concerne la sûreté, est-ce que max moins min est considéré un temps, un délai là, acceptable pour garantir la sûreté. Donc si par exemple, max moins min, c'est égal à 1 heure, et qu'on suppose que dans notre problème spécifique, si la coordination se fait en dedans de 1 heure, c'est raisonnable, à ce moment-là, ce protocole-là va fonctionner. D'accord? Donc là, une question que je vous pose, c'est évidemment, est-ce qu'il y a d'autres solutions possibles, donc d'autres protocoles possibles, autres que celui-ci, qui pourraient fonctionner pour cet algorithme-là? Je vous donne un indice ici, essayez d'utiliser le temps physique. Okay? Donc, si vous pensez avoir une solution, vous pouvez évidemment discuter avec moi ou discuter durant la prochaine séance Zoom. OK, donc maintenant on passe à la version asynchrone. Donc la version asynchrone, aucune garantie de temps de livraison. Donc l'armée numéro 1, donc si on essaie d'appliquer le protocole de la slide précédente, donc l'armée numéro 1 va envoyer son message d'attaque. Le problème, c'est combien de temps j'attends. D'accord? Bon, c'est possible qu'il y a peut-être encore une fois une garantie de temps minimum. Je peux attendre ce temps minimum, mais là, il n'y a pas de garantie de temps maximum. D'accord? Donc,
on peut pas donner de garantie comme dans la slide précédente que l'armée 2 va attaquer après un temps max moins min. Okay? Donc ce protocole-là, malheureusement, ne fonctionne pas dans ce cas-ci, d'accord? Parce qu'on ne peut pas donner de garantie précise sur la différence entre les deux attaques, parce qu'il n'y a pas de garantie de ce temps de livraison. Donc, malheureusement, ce protocole-là ne fonctionne pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être une autre solution? Okay? Donc ça, c'était juste essayer d'utiliser le protocole simple, mais peut-être qu'il y a un autre protocole qui fonctionnerait. Donc si vous pensez avoir une réponse à cette solution, encore une fois, je vous invite d'en discuter avec moi. Donc, quelques points à retenir. Ce qu'on voit, c'est clairement que quand on est dans un système asynchrone, le modèle est donc plus faible. Si on est dans un système synchrone, le modèle est plus puissant. Donc, évidemment, si on a un algorithme qui fonctionne dans un système asynchrone, ça devrait fonctionner dans un système synchrone, parce que c'est comme si on te donnait plus de puissance, plus d'outils à ta disposition, mais tu t'en sers pas parce que tu es capable de faire tout de façon asynchrone. Okay? Donc à ce moment-là, évidemment, ça va fonctionner. Okay? Donc n'importe quel algorithme pour un système asynchrone va fonctionner aussi dans un environnement synchrone. D'accord? Deuxième point à retenir, le problème qu'on veut résoudre donc fait une grosse différence. Donc c'est pour ça que je parlais d'algorithmes. Les algorithmes sont beaucoup influencés par le modèle qu'on veut utiliser. Donc ce qu'on a vu, c'est que par exemple, si on voulait faire un algorithme pour le problème du qui mène l'attaque, ça on peut le faire, cette question-là on peut le faire que ce soit synchrone ou asynchrone. Mais là pour le quand, on dirait que ça paraît possible de faire ça dans un contexte asynchrone. D'accord? Donc, ça c'est une autre chose, c'est que, donc ça c'est un autre point à retenir, il y a des impossibilités qui sont associées à certains modèles de synchronicité. Et donc, le troisième point ici, donner des contraintes de temps. Donc dans le modèle synchrone, ce qu'on peut avoir, c'est peut-être pas on peut avoir des modèles synchrones qui ont différents modèles synchrones. On peut avoir des modèles synchrones où, par exemple, le niveau de synchronicité est très précis, mais aussi on peut avoir des modèles de synchronicité où les garanties sont plus lousses. Okay? Donc ça, c'était l'exemple du protocole avec le max et le min. Okay? Donc ça, c'est une autre possibilité. Et l'autre chose qu'on pourrait aussi faire, c'est dire que peut-être qu'on a un modèle asynchrone. Par exemple, on pourrait dire l'Internet, c'est un modèle asynchrone. Il n'y a pas nécessairement de garantie globale là, sur le temps de latence pour n'importe quel message sur Internet. Mais on peut dire de manière probabiliste, okay, donc avec haute probabilité, les messages vont être reçus par exemple en dedans de 100 ou 200 millisecondes. Okay? Donc à ce moment-là, ce qu'on est en train de dire, c'est vous pouvez peut-être utiliser un algorithme qui est normalement destiné pour être utilisé dans un modèle synchrone, et vous allez l'appliquer dans un contexte asynchrone comme l'Internet, mais à ce moment-là, le désavantage, c'est que c'est possible que votre algorithme ne fonctionne pas dans tous les cas. Peut-être qu'il fonctionne juste dans 95% des cas, parce que des fois, c'est possible que des messages dépassent le temps de latence de la garantie de 200 millisecondes, par exemple. Okay? Donc ça, c'est une autre stratégie possible. Là. Si on a vraiment besoin d'utiliser un algorithme synchrone, mais qu'on n'a pas des garanties là, très très précises là, sur le temps. Ok, donc c'est tout pour cette vidéo.